tu es vraiment sans cervelle. Pourquoi est-ce que je viendrais te chercher? Tu as accouché, et alors? Ça ne change rien pour moi. Ma mère, elle, veut aller faire les magasins avec moi, hurlait mon mari, qui n'était pas venu nous chercher, mon bébé et moi, à la sortie de la maternité. Mais le soir même, c'est ma mère qui l'a accueilli, et ce qui a suivi l'a plongé dans une véritable terreur. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. Bonne écoute. 6h15 du matin. Vera ne fut pas réveillée par son réveil, mais par une douleur aiguë dans le bas du dos. Le 8e mois de grossesse était difficile, surtout quand il fallait dormir sur un vieux canapé dans un studio. Son mari, Romain, était déjà parti au travail, comme d'habitude, sans la réveiller ni lui dire au revoir. Elle se leva lentement, en soutenant son ventre, et s'approcha de la fenêtre. La journée grise de février s'annonçait morne. Ces derniers temps, toutes les journées lui semblaient grises. Romain était devenu distant, il disparaissait constamment quelque part, prétextant des heures supplémentaires. Il disait avoir besoin d'argent pour la naissance de l'enfant. Vera travaillait comme comptable dans une petite entreprise et s'y connaissait assez bien en finance. Elle savait combien Romain gagnait sur les chantiers, combien il dépensait, et combien il devait rester. Les comptes ne tombaient plus juste depuis environ 3 mois. Dans la cuisine, elle se prépara un thé et s'assit à table pour trier les factures. Les charges, les courses, les vitamines de grossesse. Tout était comme d'habitude. Mais alors, d'où venait ce manque d'argent constant? Romain affirmait que les prix avaient augmenté, que sur le chantier, les salaires étaient payés en retard, qu'il fallait acheter les affaires pour le bébé en avance. Des explications raisonnables, mais quelque chose clochait. Le téléphone sonna brusquement, brisant le silence matinal. Un numéro inconnu. Allô, répondit prudemment Vera. Bonjour. Ici la banque Confiance. Nous vous contactons au sujet d'un paiement en retard sur le crédit au nom de Monsieur Romain Leblanc. Vera sentit son cœur se serrer. Excusez-moi, mais je ne suis au courant d'aucun crédit. Mon mari ne m'a rien dit. Le montant de la dette s'élève à 34 000 €. Le dernier versement a été effectué il y a 4 mois. 34 000 €. Vera s'assit sur une chaise, prise de vertige. D'où venait une telle somme? À quoi Romain l'avait-il dépensé? Pourriez-vous me dire pour quel motif ce crédit a été souscrit? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Malheureusement, nous ne pouvons fournir cette information qu'à l'emprunteur. Veuillez transmettre à Monsieur Romain Leblanc que demain est le dernier jour pour effectuer le paiement. Autrement, le dossier sera transmis au service de recouvrement. Vera raccrocha et resta longtemps assise, immobile. 34 000 € de dette, 4 mois de retard. Et elle n'en savait rien. De toute la journée, elle ne put penser à autre chose. Au travail, ses collègues lui demandèrent si elle était malade, tant elle était pâle et distraite. Elle accomplissait ses tâches mécaniquement, mais ses pensées tourbillonnaient, cherchant une explication au comportement de son mari. Peut-être avait-il pris ce crédit pour les affaires du bébé? Mais 34 000 €, c'était une somme énorme, bien trop, même pour un trousseau complet. Pour rénover l'appartement? Mais il n'y avait eu aucune rénovation. Pour aider ses parents? Mais il le lui aurait certainement dit. Le soir, Vera décida d'en parler directement avec Romain. Ils formaient une famille, après tout, et devaient résoudre leurs problèmes ensemble. Peut-être avait-il de bonnes raisons de ne rien lui dire sur ce crédit. Peut-être voulait-il tout régler seul, pour ne pas inquiéter sa femme enceinte. Romain rentra vers 20h, fatigué et silencieux. Il dîna sans lever les yeux, absorbé par son téléphone. Romain, il faut qu'on parle, commença Vera. De quoi, grogna-t-il, sans quitter son écran. La banque a appelé aujourd'hui. À propos d'un crédit impayé. Romain releva brusquement la tête. Une lueur de panique traversa son regard, mais il se reprit vite. Quel crédit? Ils ont dû se tromper de numéro. Ils ont donné ton nom complet. Ils ont dit que la dette était de 34 000 €.
Romain se leva et alla dans la cuisine. Vera l'entendit se servir un verre d'eau et boire longuement. Quand il revint, son visage était impassible. « Oui, j'ai un crédit. Je l'ai pris pour les affaires du bébé, la poussette. Je pensais pouvoir le rembourser avant la naissance. » 34 000 € pour une poussette, demanda Vera, incrédule. Pas seulement pour la poussette. Pour le lit, les vêtements, tout le nécessaire. Tu sais bien que tout est cher en ce moment. Vera voulut protester, lui dire qu'avec une telle somme, on pouvait meubler un appartement entier, mais Romain se dirigeait déjà vers la salle de bain. J'irai voir la banque demain, lança-t-il par-dessus son épaule. Cette nuit-là, Vera ne parvint pas à trouver le sommeil. Quelque chose ne collait pas dans les explications de son mari. S'il avait vraiment acheté des affaires pour le bébé, où était-elle? Dans l'appartement, il n'y avait ni poussette, ni berceau, ni sac de vêtements pour nouveau-né. Seulement une vieille chaise haute offerte par sa belle-mère, et quelques langes que Vera avait cousues elle-même. Le lendemain matin, Romain partit tôt, comme d'habitude. Vera prit un jour de congé et décida d'aller en ville pour quelques courses. Elle devait acheter une ceinture postpartum à la pharmacie de la rue de la République. En sortant de la pharmacie, elle aperçut une silhouette familière près du café, le rendez-vous. C'était Romain, de dos, qui parlait à une femme grande, rousse, vêtue d'une coûteuse veste en cuir. Vera ne l'avait jamais vue. Instinctivement, elle se cacha à l'angle du bâtiment et se mit à observer. Romain expliquait quelque chose à la femme en gesticulant. Celle-ci secouait la tête, visiblement mécontente. Puis, Romain sortit une épaisse enveloppe de sa poche et la lui tendit. La femme regarda à l'intérieur, compta rapidement ce qu'il y avait, et hocha la tête. Ils discutèrent encore un peu, puis chacun partit de son côté. Vera était comme pétrifiée. Une enveloppe d'argent. Une femme inconnue. Un mari qui mentait sur des achats pour le bébé. Que se passait-il? Qui payait-il, et pourquoi? Elle tenta de rattraper la femme, mais celle-ci monta dans une berline noire et démarra. Romain, lui aussi, avait disparu dans la foule. De retour chez elle, Vera tournait en rond, ne trouvant pas de repos. Il fallait qu'elle fasse quelque chose, qu'elle découvre la vérité. Elle décida de fouiller minutieusement les affaires de son mari. Dans l'armoire, entre deux chemises, elle trouva le reçu froissé d'un concessionnaire automobile. Achat d'une voiture d'occasion pour 28 000 €. La date remontait à 3 mois. L'acheteur, Romain Leblanc. Une voiture. Quelle voiture? Il n'en avait pas. Romain avait toujours dit qu'il était trop tôt pour acheter une voiture, qu'il fallait d'abord s'occuper de l'enfant. Vera examina le reçu attentivement. La marque du véhicule, le numéro, l'adresse du garage, tout semblait authentique. Une partie de l'argent du crédit était donc partie dans une voiture qui lui cachait. Dans la poche d'un vieux jean, elle découvrit la carte de visite d'une agence immobilière et une note manuscrite de Romain, appartement rue des Peupliers, 30 mètres carrés, 170 000 €, acompte 10 000 €. Vera sentit le sol se dérober sous ses pieds. Une voiture, un appartement, un crédit. Romain était en train de planifier une autre vie, une vie dont elle ne faisait pas partie. Le téléphone sonna. Sur l'écran, maman de Romain s'afficha. Ma petite Vera, bonjour. Comment ça va? Et le petit ventre, lança joyeusement Martine. Bonjour. Ça va bien, répondit Vera, absente, la carte de l'agent immobilier toujours à la main. Dis-moi, est-ce que Romain t'a dit qu'on pensait déménager à la campagne? Il est passé hier pour nous demander si on avait besoin d'aide pour le déménagement. À la campagne, en plein hiver, s'étonna Vera. Oui, on a décidé d'essayer. Il dit que l'air de la ville est devenu étouffant. On a envie de nature. Il a aussi dit que vous, avec le bébé, vous prévoyez de déménager quelque part. C'est vrai? Vera resta silencieuse, digérant l'information. Romain disait à sa mère qu'il prévoyait de déménager. De quel déménagement parlait-il? Vera, tu es là, s'inquiéta sa belle-mère. Oui, je suis là, Martine.
Qu'est-ce que Romain a dit d'autre? Sur nos projets. Eh bien, que vous étiez un jeune couple, que vous vouliez prendre un nouveau départ. Que votre vieil appartement était trop petit pour un enfant. J'étais si contente, je lui ai toujours dit qu'il vous fallait plus grand. Et est-ce qu'il a dit où nous comptions aller? Il a dit que vous cherchiez quelque chose dans un nouveau quartier. Je trouve que c'est une bonne idée. L'air y est meilleur, et il y a de bonnes écoles. C'est parfait pour mon petit-fils ou ma petite-fille. Après cet appel, Vera resta longtemps assise dans la cuisine, assemblant les pièces du puzzle. Romain avait acheté une voiture, cherché un appartement, planifié un déménagement, et il en parlait à sa mère, mais pas à sa femme. Il contractait des crédits, rencontrait des femmes inconnues, leur donnait de l'argent. Que se passait-il dans sa famille, et quel rôle jouait elle, dans les plans de son mari? Le soir, quand Romain rentra du travail, Vera était prête pour la discussion. Elle avait étalé sur la table tous les documents qu'elle avait trouvés, le reçu du concessionnaire, la carte de l'agent immobilier, la note sur l'appartement. « Assieds-toi, dit-elle calmement. Il faut qu'on parle. » Romain vit les documents et devint blême. Il resta un instant figé, puis s'affaissa lourdement sur une chaise. « Où as-tu trouvé ça? » « Dans tes affaires. Tu veux bien m'expliquer ce qui se passe? » Romain garda le silence, triturant nerveusement le bord de la carte de visite. Une voiture à 28 000 €, un appartement à 170 000 €, un crédit de 34 000 €. Et tout ça, sans que je sois au courant, énuméra Vera. Tu prévois une nouvelle vie, Romain? Vera, je peux tout expliquer. Alors explique. Et commence par me dire à qui tu as donné de l'argent aujourd'hui, près du café Le Rendez-vous. Romain sursauta. Tu m'as suivi? Je t'ai vu par hasard. Qui est cette femme? Un long silence. Romain fixait le sol, serrant et desserrant les poings. C'est l'agent immobilier. Je lui ai donné la compte pour l'appartement. Quel appartement? Celui de la rue des Peupliers? Oui. Je voulais te faire une surprise. Nous acheter un logement plus grand pour la naissance du bébé. Une surprise? Vera n'en croyait pas ses oreilles. Un crédit de 34 000 €, c'est une surprise? L'achat d'une voiture sans m'en parler, c'est une surprise? Je voulais tout organiser moi-même, pour ne pas t'inquiéter dans ton état. Romain, arrête de mentir. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, Vera haussa le ton. Je ne suis ni idiote, ni aveugle. Tu prépares quelque chose, et j'ai le droit de savoir quoi. Romain se leva et se mit à arpenter la pièce. D'accord, je vais te dire la vérité. Oui, je prévois de déménager. On nous a proposé un bon travail dans une autre ville. Le salaire est 2 fois plus élevé, les perspectives sont excellentes. Je voulais tout préparer, et ensuite te le proposer. Une autre ville? Laquelle? Et qui, nous? Lyon. On a proposé à moi et à 3 autres gars de mon équipe de travailler pour une grande entreprise de construction. Ils fournissent le logement et une voiture de fonction. Vera regardait son mari et comprenait qu'il mentait encore. Il y avait trop d'incohérences, l'histoire était trop belle pour être vraie. Et pourquoi as-tu acheté une voiture, s'ils en fournissent une là-bas? Au cas où. Pour avoir de quoi se déplacer. Pour aller à Lyon pour 28 000 €? Romain bafouilla. Vera, tu t'attaches à des détails. L'important, c'est qu'on aura une vie meilleure. Nous. Alors pourquoi tu cherches un appartement pour une seule personne? Et ta mère a dit que tu lui avais demandé si elle avait besoin d'aide pour déménager à la campagne. Ils vont à Lyon, eux aussi? Romain s'arrêta au milieu de la pièce. Il était pris au piège de ses contradictions, et il le savait. Écoute, je suis fatigué. Parlons-en demain, calmement. Là, je n'arrive pas à réfléchir. Non, Romain, on en parle maintenant. Je suis enceinte de 8 mois. L'accouchement peut commencer demain, et j'ai le droit de savoir dans quelle situation je me trouve.
À cet instant, Vera sentit une douleur vive dans le bas de son ventre. La contraction fut brève, mais assez intense. Elle se cramponna instinctivement au dossier de la chaise. « Qu'est-ce que tu as » s'inquiéta Romain. « Je crois que c'est une contraction » murmura Vera, attendant la vague de douleur suivante. 5 minutes plus tard, la douleur revint, puis encore 7 minutes après. Ce n'était pas très régulier, mais c'était bien réel. « Il faut appeler une ambulance » demanda Romain, désemparé. « C'est encore trop tôt. » « Ce sont peut-être de fausses contractions » dit Vera en respirant profondément, comme on le lui avait appris au cours de préparation à l'accouchement. « Mais si ça s'intensifie, on ira à la maternité. » Romain s'agitait autour d'elle, lui proposant du thé, un coussin, un massage. Mais Vera voyait bien que ses pensées étaient ailleurs. Il jetait constamment des coups d'œil aux documents sur la table et vérifiait nerveusement son téléphone. Vers minuit, les contractions devinrent régulières, toutes les 10 minutes. Il était temps de partir pour la maternité. « Prépare le sac » dit Vera. « On dirait que le bébé a décidé de naître aujourd'hui. » Romain s'affairait dans l'appartement, rassemblant les affaires pour la maternité. Vera, assise sur le canapé, gérait ses contractions en pensant que cet accouchement arrivait au pire moment possible. Tant de questions restaient sans réponse, tant de secrets de son mari n'étaient pas révélés. « C'est prêt » dit Romain en fermant le sac. « On y va. » Dans le taxi, Vera resta silencieuse, concentrée sur sa respiration. Romain lui tenait la main, mais elle le sentait tendu et anxieux. Et pas seulement à cause de l'accouchement imminent. Lorsqu'ils furent admis à la maternité, Romain remplit les papiers et répondit aux questions de l'infirmière. Vera l'entendit donner leur adresse, leur numéro de téléphone, son lieu de travail. Tout semblait normal. Mais elle savait maintenant que derrière cette normalité se cachait un secret. « Vous allez assister à l'accouchement » demanda l'infirmière. « Non » répondit rapidement Romain. « J'attendrai dans le couloir. » Vera fut surprise. Ils s'étaient mis d'accord pour qu'il soit présent. Mais ce n'était pas le moment de régler leur compte. On l'emmena en salle de travail, et Romain resta dans le couloir avec les papiers et son téléphone. La dernière chose que Vera vit en se retournant, c'est qu'il composait un numéro et s'éloignait vers la fenêtre pour parler plus bas. Même dans un moment pareil, il avait des appels importants à passer. L'accouchement dura 14 heures. 14 longues et épuisantes heures, pendant lesquelles Vera perdait parfois connaissance à cause de la douleur, avant de reprendre ses esprits en entendant les voix des médecins et des sages-femmes. Dans les moments les plus difficiles, elle pensait à Romain, qui attendait dans le couloir, s'inquiétant pour elle et pour le bébé. « Poussez plus fort !» commandait la sage-femme. « Encore un petit effort !» Et enfin, le premier cri retentit. Un cri aigu, indigné, d'une nouvelle vie. « C'est une fille » annonça le médecin. « En pleine santé, 3 kg de sang. » Vera était submergée par une fatigue incroyable et, en même temps, par un bonheur infini. Une fille. Elle avait une fille. Un petit visage ridé, des yeux fermement clos, des poings miniatures. « Comment allons-nous appeler cette beauté » demanda l'infirmière en remplissant les documents. « Eliane » murmura Vera. « Eliane Leblanc. » Quand on la transféra dans sa chambre, le jour se levait. Romain devait être au courant de la naissance de sa fille, sans doute, il était fou d'inquiétude. Vera l'imaginait interrogeant les infirmières, impatient de voir sa femme et son enfant. Mais 2 heures passèrent, et Romain n'apparaissait pas. L'infirmière apporta Eliane pour la téter et glissa au passage, « Votre mari est rentré chez lui. Il a dit qu'il avait des affaires urgentes à régler et qu'il passerait ce soir. » Vera n'en croyait pas ses oreilles. Chez lui. Mais leur fille venait de naître. Oh, les hommes sont comme ça, haussa les épaules l'infirmière. Pour eux, l'essentiel, c'est que tout se soit bien terminé. Ils auront bien le temps de voir le bébé. Vera serra Eliane contre elle et sentit les larmes lui monter aux yeux. Pas de douleur, pas de fatigue, mais une amère déception. Quelles affaires pouvaient être plus importantes que les premières heures de la vie de son propre enfant ?
Sa voisine de chambre était Tatiana, une femme d'environ 35 ans qui venait d'accoucher de son deuxième fils. Joyeuse et sociable, elle prit immédiatement Vera sous son aile. Ne sois pas triste, la réconforta-t-elle. Mon premier mari était pareil. Il pensait qu'il n'y avait rien à faire à la maternité pendant que sa femme était alitée. Et après, il s'étonnait que je lui en veuille. Votre premier mari, répéta Vera. Oui. On a divorcé quand l'aîné avait 3 ans. Ce fils-là, je l'ai eu avec mon deuxième mari. Tu vois comme il est heureux? Tatiana désigna la fenêtre, où un homme se tenait avec un énorme bouquet de fleurs et faisait de grands signes. Vera regarda et sentit une pointe de jalousie. Voilà comment un père de nouveau-né devrait se comporter, rayonner de bonheur, ne pas quitter la maternité, compter les minutes avant de retrouver sa famille. Le soir, Romain finit par arriver. Il entra dans la chambre avec un petit bouquet d'œillets et un sourire forcé. Alors, comment ça va? Et la petite, demanda-t-il, sans même s'approcher du berceau où dormait Eliane. Bien, c'est une fille en bonne santé. Tu veux la voir? Vera prit délicatement le bébé dans ses bras. Romain s'approcha à contre-cœur, jeta un coup d'œil rapide à l'enfant et se détourna aussitôt. Elle est jolie. Elle te ressemble. Il n'y avait dans sa voix ni admiration, ni tendresse, ni cette affection particulière que Vera s'attendait à entendre. On aurait dit qu'il commentait la météo. Romain, qu'est-ce qui t'arrive? C'est notre fille. Tu n'es pas content? Bien sûr que si. C'est juste que je suis très fatiguée. C'est la folie au travail, il faut que je gagne de l'argent pour ta sortie. Il s'assit au bord du lit, mais restait tendu, comme prêt à s'enfuir. Où étais-tu ce matin? L'infirmière a dit que tu étais rentré à la maison. Oui, il fallait que j'y aille, pour régler des papiers, obtenir des attestations. Romain évitait son regard. Quel papier? À 8 heures du matin? Oh, diverses choses. Je te raconterai plus tard. Tatiana, allongée dans le lit voisin, écoutait attentivement leur conversation. Quand Romain sortit dans le couloir pour téléphoner, elle dit doucement, « Vera, ma belle, ton mari est un peu étrange, tu ne trouves pas? Le bébé est né, et il est là comme s'il venait au bureau. Il est juste stressé, » tenta de justifier Vera, même si elle ressentait la même chose. Stressé? Ricana Tatiana. Mon mari a failli s'évanouir de stress pour mon premier accouchement. Alors que lui il n'a même pas vraiment regardé la petite. Romain revint une demi-heure plus tard, lui dit au revoir sèchement et partit, en promettant de revenir le lendemain. Le jour suivant, il ne vint pas du tout. Il appela seulement le soir, prétextant une urgence au travail qui l'empêchait de se libérer. Mais demain, c'est sûr, je viens, promit-il. Le lendemain, il passa une demi-heure, apporta des fruits et disparut de nouveau, invoquant des affaires urgentes. Au 3e jour, Vera comprit que quelque chose n'allait vraiment pas. Un mari normal ne se comporte pas ainsi. La naissance d'un enfant est un événement qui bouleverse une vie. Mais pour Romain, c'était comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Dis-moi, dit Tatiana alors qu'elles étaient seules. Tu sais où travaille ton mari, par hasard? Sur un chantier, il est chef d'équipe. Pourquoi? Je me disais juste que mon frère travaille aussi dans le bâtiment, il connaît toutes les équipes de la ville. Peut-être qu'il a entendu parler du tien? Notre nom de famille, c'est Leblanc. Romain Leblanc. Tatiana prit son téléphone et composa un numéro. Alex, salut. Dis, tu ne connaîtrais pas un chef d'équipe qui s'appelle Romain Leblanc? Il travaille sur un chantier quelque part en ville. Il y eut une pause. Vera vit le visage de Tatiana devenir de plus en plus perplexe. Tu es sûr? Et sur d'autres chantiers? D'accord. Merci. Elle raccrocha et regarda Vera d'un air étrange. Qu'est-ce qu'il a dit? Demanda Vera, le cœur battant. Qu'aucun chef d'équipe du nom de Leblanc n'est connu dans le milieu du bâtiment. Et qu'en plus, en hiver, la plupart des chantiers sont à l'arrêt jusqu'au printemps.
Vera sentit le monde vaciller autour d'elle. Si Romain ne travaillait pas sur un chantier, où travaillait-il? Et d'où venait l'argent qu'il ramenait à la maison? Peut-être que ton frère ne connaît pas tout le monde, objecta-t-elle faiblement. Alex travaille dans le bâtiment depuis 15 ans. Il connaît personnellement tous les chefs d'équipe de la ville. Il dit que s'il y avait un type comme ça, il en aurait forcément entendu parler. Le soir, quand Romain vint de nouveau pour une petite demi-heure, Vera décida de l'interroger directement sur son travail. « Romain, sur quel chantier travailles-tu exactement ? » « Pourquoi cette question ?» demanda-t-il, sur la défensive. « Juste par curiosité. J'aimerais savoir où mon mari passe ses journées. » « Sur le chantier d'un complexe résidentiel, dans la banlieue nord. On construit des immeubles. » « Et comment s'appelle ce complexe ? » Romain hésita. « Le Clos du Nord, je crois. » « Et l'entreprise de construction ? » Béton Plus. Vera mémorisa le nom. Après le départ de son mari, elle demanda à Tatiana de chercher des informations sur cette entreprise sur Internet. « Écoute, » dit Tatiana, perplexe, en regardant son téléphone. « Il n'y a aucun complexe résidentiel appelé le Clos du Nord. Et l'entreprise Béton Plus a fait faillite il y a 2 ans. » Vera ferma les yeux. Mensonge. Rien que des mensonges. Romain lui mentait sur son travail, sur l'argent, sur ses projets. Quel était son véritable travail, et pourquoi cachait-il la vérité? Le 4e jour, une infirmière entra dans la chambre pour annoncer la visite de sa belle-mère. Martine entra avec un grand sac de vêtements pour bébé et un large sourire. « Ma chère Vera, alors, comment va ma petite fille? Montre-la-moi vite. » Elle prit Eliane dans ses bras et se mit à s'extasier. Oh, quelle merveille! C'est le portrait craché de Romain quand il était petit. Les mêmes yeux, le même nez. Vera regardait sa belle-mère en se disant qu'au moins, elle, se comportait normalement. Elle était heureuse pour sa petite fille, s'inquiétait de sa santé. Martine, est-ce que Romain vous a parlé de son projet de déménager à Lyon? Demanda prudemment Vera. La belle-mère haussa les sourcils, surprise. À Lyon? Mais qu'est-ce que tu racontes, Vera? Quel Lyon? Il m'a dit qu'on vous avait aussi proposé, avoué à son père, un bon travail là-bas. Vera, tu dois confondre. Pierre et moi, nous n'avons aucune intention de déménager. Et Romain ne nous a jamais parlé de Lyon. Encore un mensonge. Vera sentit une boule de colère et de déception se former dans sa gorge. Et qu'est-ce qu'il vous raconte, en général? Sur sa fille, sur sa famille? Martine fronça les sourcils. Tu sais, Vera, Romain est devenu un peu étrange ces derniers temps. Il ne passe presque plus à la maison, il est très bref au téléphone. Son père et moi, on commençait à s'inquiéter. Et sur son travail, que dit-il? Rien de spécial. Que les affaires marchent, qu'il a des commandes. C'est vrai qu'hier, il a laissé échapper qu'il y aurait bientôt de grands changements dans sa vie, mais il n'a pas précisé quoi. De grands changements. Vera repensa aux documents trouvés, à la carte de l'agent immobilier, à la conversation avec la femme inconnue. Quel changement son mari préparait-il? Martine, est-ce que vous savez où travaille Romain exactement? Sur quel chantier? La belle-mère réfléchit. Honnêtement, je ne sais pas. Il n'est pas très bavard sur son travail. Il dit juste que tout va bien, qu'il est payé. Et a-t-il des amis? Des collègues? Il en avait. Victor, Serge, ils étaient ensemble au lycée technique. Mais ces derniers mois, on ne les voit plus. Avant, ils passaient souvent à la maison, maintenant ils n'appellent même plus. Après le départ de sa belle-mère, Vera demanda à Tatiana de chercher les amis de Romain sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai trouvé Victor, dit Tatiana. Regarde ce qu'il écrit. Sur le profil de Victor, il y avait une publication datant de 2 semaines, c'est triste quand une amitié se termine à cause de l'argent. Je pensais connaître quelqu'un depuis 20 ans, mais en fait, je ne le connaissais pas du tout.
Et voici Serge, continua Tatiana. Une publication intéressante aussi, quand un ami t'emprunte de l'argent et disparaît, tu comprends qui il est vraiment. Vera lisait attentivement les publications. Les deux amis de Romain parlaient de quelqu'un qui les avait trompés sur une question d'argent. S'agissait-il de son mari? Peux-tu leur écrire, demanda-t-elle à Tatiana. Pour leur dire quoi? Demande-leur s'ils parlent de Romain Leblanc. Dis que tu es une de ses connaissances et que tu t'inquiètes pour lui. Tatiana envoya un message à tous les deux. La réponse arriva rapidement. D'abord celle de Victor. Si tu connais vraiment Romain, dis-lui que je n'ai pas oublié ma dette de 800 €. Et que c'est un salaud, parce qu'il a emprunté cet argent en prétendant que c'était pour soigner sa mère, alors qu'il l'a dépensé on ne sait où. Puis Serge répondit, Leblanc me doit 1200 €. Il avait promis de me rembourser en un mois, ça fait maintenant 4 mois. Il ne répond plus au téléphone, il n'est jamais chez lui. Si tu le croises, dis-lui que je vais porter plainte. Vera lisait les messages et sentit le sol s'effondrer définitivement. Romain ne la trompait pas seulement elle. Il empruntait de l'argent à ses amis sous de faux prétextes et ne les remboursait pas. La somme totale, 2000 €. Plus le crédit à la banque de 34 000 €. Plus la voiture achetée à 28 000 €. Plus la compte pour l'appartement de 10 000 €. Près de 75 000 € de dettes et de dépenses. Comment un simple ouvrier pouvait-il avoir de telles sommes? Et surtout, pourquoi tout cela? Le soir, Vera avait assemblé une image qui ne lui plaisait pas du tout. Romain mentait sur son travail, trompait ses amis, contractait des crédits, achetait secrètement une voiture et un appartement, et se comportait comme si la naissance de sa fille était un événement sans importance. Et s'il prévoyait de disparaître? Si la voiture et l'appartement étaient les préparatifs d'une fuite? Et si sa femme et sa fille nouveau-née ne faisaient tout simplement pas partie de ses plans? Quand Romain vint le lendemain, Vera l'accueillit calmement. Elle savait maintenant qu'il était un menteur, et peut-être pire encore, mais elle voulait lui laisser une chance de dire la vérité. Romain, demain, c'est notre sortie. Es-tu prêt à venir nous chercher? Bien sûr. Je serai là à 11 h. Et pour le travail? Tu pourras t'absenter? Oui, tout est réglé. J'ai pris ma journée. Encore un mensonge. Mais Vera ne releva pas. Tout est prêt à la maison? Le berceau, les langes? Tout est prêt, acquiesça Romain. Mais son visage trahissait qu'il ne comprenait pas vraiment de quoi elle parlait. Et as-tu de l'argent pour les premiers mois? Je ne pourrai pas travailler tout de suite. J'ai de l'argent. Ne t'inquiète pas. D'où vient-il? Tu disais que les salaires étaient en retard sur le chantier. Romain hésita. Eh bien je l'ai enfin reçu. Pour 2 mois d'un coup. D'accord, dit Vera en hochant la tête. Alors, on se retrouve demain à la maison, et on parlera de nos projets d'avenir. Romain accepta et partit. Vera resta allongée dans le noir, se demandant ce que lui réserverait le lendemain. Elle était presque sûre que son mari ne viendrait pas, qu'il trouverait une autre excuse et disparaîtrait, comme il l'avait fait toute la semaine. Il lui faudrait alors prendre une décision, continuer à vivre avec un homme qui mentait et trompait, ou commencer une nouvelle vie, seule avec sa fille. Le choix était évident, mais n'en était pas moins difficile. Vera, murmura Tatiana dans l'obscurité. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle. On t'aidera comme on pourra. J'ai des amis avocats, au cas où. Merci, chuchota Vera, en serrant plus fort contre Eliane endormie. Demain commencerait une nouvelle vie. Ce qu'elle serait dépendait du comportement de Romain. Mais Vera était prête à tout. Le matin du jour de la sortie, il se mit à pleuvoir. Des nuages gris de février pesaient sur la ville, comme un mauvais présage. Vera se réveilla tôt, à 6h30, et regarda aussitôt l'horloge. Il restait 4h30 avant 11 h, 4h30 pour que son destin se décide. Eliane dormait dans son berceau à côté du lit de sa mère. Si petite, si sans défense. Elle ne savait rien du chaos qui régnait dans leur famille.
Vera remonta doucement la couverture et pensa à tout ce qui était arrivé à sa vie ces derniers jours. Les faits s'étaient assemblés pour former une mosaïque de tromperies. Romain mentait sur son travail, sur l'argent, sur ses projets. Il empruntait de l'argent à ses amis sous de faux prétextes, contractait des crédits, achetait une voiture et cherchait un appartement. Tout cela, en secret. Et maintenant que sa fille était née, il se comportait comme un étranger indifférent. Tatiana était déjà réveillée et rassemblait tranquillement ses affaires. Son mari venait la chercher à 9 heures. « Comment te sens-tu » lui demanda-t-elle à voix basse. « Mal, pour être honnête. J'ai le sentiment que Romain ne viendra pas. »« Et tu es prête à ça ?» Vera réfléchit. Était-elle prête à ce que son mari l'abandonne à la maternité avec un nouveau-né? Était-elle prête à la trahison de l'homme en qui elle avait eu confiance? Tu sais, Tatiana? Je crois que oui. Mieux vaut connaître la vérité maintenant que de vivre dans le mensonge pendant des années. À 8h30, l'infirmière arriva avec les papiers de sortie. Tout est prêt. Vous pouvez partir à 11h. Vous avez prévenu votre mari? Oui, il sera là, mentit Vera. Mais au fond d'elle, la certitude que Romain ne viendrait pas grandissait. Son intuition, affinée par une semaine d'observation, et la logique, tout lui disait qu'il trouverait un moyen de ne pas venir. À 9h, le mari de Tatiana vint la chercher. Un homme heureux, rayonnant de joie, qui ne pouvait détacher son regard de sa femme et de son fils. Vera regardait cette scène et sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Voilà comment ça devrait être. Voilà comment se comportent les vrais maris et pères. Courage, lui murmura Tatiana en partant. Et n'oublie pas, tu es forte, tu t'en sortiras. Elles échangèrent leurs numéros de téléphone, et Vera se retrouva seule dans la chambre. Eliane dormait paisiblement, sanglotant de temps en temps dans son sommeil. L'horloge murale indiquait 9h15. Vera décida d'appeler Romain. Peut-être était-il en route, peut-être avait-il un empêchement valable. Le téléphone sonna longtemps sans réponse. Finalement, la voix de son mari, endormie et agacée. « Oui. Allô. Romain, c'est moi. Ça va? Tu arrives bientôt? » Une pause. Une longue et éloquente pause. « Écoute, Vera, j'ai un problème. » Le cœur de Vera se serra. Elle savait qu'elle allait entendre un autre mensonge. Quel problème? Maman ne se sent pas bien. Sa tension a monté, elle a la tête qui tourne. Je ne peux pas la laisser seule. Romain, aujourd'hui, c'est la sortie de ta fille de la maternité. Je sais, mais que veux-tu que je fasse? Maman est malade. Appelle une ambulance. Emmène-la chez le médecin. Mais ta fille. Comment ça, ma fille est plus importante? S'indigna Romain. Maman m'a élevée pendant 32 ans, alors que ma fille est bien, elle est née, et alors? Elle ne va pas rester un bébé toute sa vie. Vera n'en croyait pas ses oreilles. Pensait-il vraiment cela? Romain, tu te rends compte de ce que tu dis? C'est ton enfant, ta fille. Ma fille ne va pas s'envoler. Mais maman, elle, ne se sent vraiment pas bien. On avait prévu d'aller faire les magasins aujourd'hui, lui acheter de nouveaux médicaments, et maintenant elle ne peut même plus se lever. Faire les magasins le jour où il devait récupérer sa femme et sa fille à la maternité. Romain, tu es sérieux? Tu avais prévu d'aller faire les magasins au lieu de venir nous chercher? Et alors? Un jour plus tôt, un jour plus tard, quelle importance? Vera sentit quelque chose se briser en elle. Tous ses espoirs, toutes ses illusions que Romain était juste perdu, qu'il changerait, que la famille comptait pour lui. Romain, viens nous chercher, tout de suite. Je ne peux pas. Je te dis que maman est malade. Alors envoie un taxi. Donne-moi de l'argent pour la course. Quel taxi? Je n'ai pas d'argent pour un taxi. J'ai tout dépensé pour les médicaments de maman. Les médicaments de maman. Encore un mensonge dans une série interminable. Romain,
c'est la dernière fois que je te le demande. Viens nous chercher. Je ne viendrai pas. Explosa-t-il soudain. Tu es vraiment sans cervelle. Pourquoi est-ce que je viendrais te chercher? Tu as accouché, et alors? Ça ne change rien pour moi. Ma mère, elle, veut aller faire les magasins avec moi. Vera resta figée, le téléphone à la main. Ces mots, elle n'aurait jamais cru les entendre de l'homme avec qui elle avait vécu 3 ans, du père de son enfant. Tu es sérieux, murmura-t-elle. Tout à fait sérieux. J'en ai marre de tes jérémiades. Ma mère est plus importante que tes caprices. Vera raccrocha, les mains tremblantes. Les mots de son mari résonnaient dans sa tête, tu es vraiment sans cervelle. Tu as accouché, et alors? Ça ne change rien pour moi. C'était la fin. La fin définitive et irrévocable de leur relation. Elle composa le numéro de sa mère. Maman, c'est moi, Vera. Alors, comment ça va? Romain est déjà arrivé pour vous chercher? Maman, la voix de Vera trembla. Tu peux venir? Romain ne viendra pas. Une courte pause. Puis la voix de sa mère, Hélène, devint dure et froide. Qu'est-ce que ça veut dire, il ne viendra pas? Il dit que sa mère a des problèmes de santé. Qu'il n'a pas le temps. Le jour de la sortie de sa petite fille? Oui. Une autre pause, plus longue. Ton père et moi, on arrive. On sera là dans une demi-heure. Hélène n'était pas du genre à se laisser déstabiliser. Elle était chef de service à l'hôpital de la ville, habituée aux situations de stress et aux décisions rapides. Mais quand il s'agissait de sa fille unique, elle devenait une force de la nature. Les parents de Vera arrivèrent 25 minutes plus tard. Son père, Valentin, l'aida à rassembler ses affaires et porta les sacs en silence. Sa mère prit sa petite fille dans ses bras et l'examina attentivement. « Quelle beauté, dit-elle. En pleine santé, bien robuste. Et où est son père? À la maison, avec sa mère. Il a prévu d'aller faire les magasins. » Hélène ne répondit rien, mais son visage montrait clairement qu'elle était en train de prendre une décision. Sur le chemin du retour, le silence régnait dans la voiture. Son père conduisait, concentré, sa mère tenait sa petite fille, et Vera regardait par la fenêtre, pensant que sa vie avait basculé en quelques heures. Vera, dit enfin sa mère, raconte-moi tout depuis le début. Que s'est-il passé ces derniers jours? Vera raconta le comportement étrange de Romain pendant sa grossesse, les documents qu'elle avait trouvés, les crédits et les dettes, ses mensonges sur son travail, son indifférence à la naissance de sa fille. Ses parents écoutèrent en silence. Seul son père secouait la tête de temps en temps, tandis que le visage de sa mère s'assombrissait de plus en plus. Donc, il ne te trompe pas seulement toi, mais aussi ses amis, conclut Hélène. Il contracte des crédits, achète une voiture, cherche un appartement. Et tout ça, en secret. C'est bien ça. Et à ton avis, pourquoi tout ça? Vera réfléchit. Elle y avait beaucoup pensé ces derniers jours. Je pense qu'il prévoyait de disparaître, de commencer une nouvelle vie ailleurs. Peut-être avec une autre femme. Et Eliane et moi, nous ne faisions tout simplement pas partie de ses plans. C'est possible, admit sa mère. Mais je ne le laisserai pas disparaître comme ça. Il a des obligations envers sa petite fille. Ils arrivèrent chez Vera vers 13 heures. Ils montèrent au 4e étage. Vera sortit ses clés. L'appartement était silencieux. Romain, appela TL. Personne ne répondit. Ils entrèrent dans la pièce. Des vêtements d'homme traînaient sur le canapé, des assiettes sales sur la table. Mais Romain n'était pas là. Où peut-il être? Demanda son père. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est vraiment allé chez sa mère. Hélène inspecta l'appartement. Dans le coin bébé, il n'y avait ni berceau, ni linge, ni affaire d'enfant. Rien n'avait été préparé pour l'arrivée du nouveau-né. Quel bon père, commenta-t-elle sèchement. Il n'a même pas monté le berceau.
Son père trouva dans le débarras le carton contenant les meubles pour bébé et se mit à les assembler. Sa mère commença à ranger l'appartement, tandis que Vera s'assit dans un fauteuil avec sa fille dans les bras, essayant de s'habituer à l'idée qu'elle était désormais seule. À 14h30, le téléphone sonna. Le numéro de Romain. « Allô » répondit prudemment Vera. « C'est moi. Vous êtes bien rentré ?»« Oui. Mes parents m'ont ramené. »« Bien. Écoute, je passerai ce soir. Il faut qu'on parle. »« De quoi ? » ?»« De nos projets. De l'avenir. » Vera faillit éclater de rire. De quel avenir parlait-il après ce qui s'était passé le matin ? D'accord, viens. Elle informa ses parents de l'appel. Alors, il a décidé de se montrer, dit sa mère. Je suis curieuse de voir ce qu'il va inventer cette fois. Peut-être qu'il va s'excuser, suggéra Vera, sans conviction. J'en doute. Il va probablement se justifier et continuer à mentir. Le soir, ses parents se préparèrent à partir. Son père avait monté le berceau. Sa mère avait préparé des repas pour plusieurs jours et lavé les vêtements de bébé. On repassera demain, dit Hélène. Pour voir comment tu t'en sors. Maman, merci pour tout. Ce n'est rien, ma chérie. On sera toujours là pour toi. Après leur départ, Vera resta seule avec Eliane. La petite dormait dans son nouveau berceau, sanglotant de temps en temps. Vera était assise à côté, pensant à la conversation qui l'attendait avec Romain. À 18h30, il arriva enfin. Il entra dans l'appartement doucement, prudemment, comme s'il craignait de réveiller l'enfant ou d'affronter sa femme. « Salut », dit-il sans lever les yeux. « Salut. Comment va la petite ? » « Bien, elle dort. » Romain entra dans la pièce, regarda le berceau, mais ne s'approcha pas. « Qui a monté le berceau ? » ?»« Papa. »« Ah, d'accord. » Il s'assit sur le canapé, évitant toujours son regard. « Vera, à propos de ce matin j'ai sans doute eu tort de m'énerver. »« Sans doute. »« Oui. J'étais juste à cran. Maman ne se sentait vraiment pas bien. » Vera le regarda attentivement. Pensait-il vraiment qu'elle allait croire ce mensonge après tout ce qu'elle avait découvert ? « Romain, arrête de mentir. »« Je ne mens pas. »« Tu mens. Et nous le savons tous les deux. » Elle sortit de l'armoire les documents qu'elle avait trouvés, le reçu du concessionnaire, la carte de l'agent immobilier, les messages sur les dettes envers ses amis. « Explique-moi ça. » Romain vit les documents et pâlit. « Où as-tu eu ça ? » Peu importe. Ce qui compte, c'est pourquoi. Pourquoi as-tu acheté une voiture ? Pourquoi cherchais-tu un appartement ? Pourquoi as-tu trompé tes amis ? Un long silence. Romain regardait les documents, puis sa femme, puis le sol. Je voulais nous offrir une vie meilleure. En mentant ? Ce n'étaient pas des mensonges. Je comptais tout rembourser. Quand ? Avec quel argent ? Romain se leva et se mit à arpenter la pièce. J'avais des projets, des opportunités. Quel projet ? Tu ne travailles pas là où tu le dis. Comment tu le sais ? J'ai vérifié. Personne ne te connaît dans le milieu du bâtiment. Romain s'arrêta au milieu de la pièce. Sur son visage se lisait un mélange d'émotions, la colère, la peur, le désarroi. D'accord, dit-il enfin. Je vais te dire la vérité. Je ne travaille pas sur un chantier. Alors où ? Dans une société de sécurité. Comme gardien de nuit. Vera sentit qu'il mentait encore. Sa voix manquait d'assurance, son regard était fuyant. Romain, ça suffit. Dis la vérité. Je l'ai dite. Alors donne-moi le nom de l'entreprise. Montre-moi une fiche de paie. Romain hésita. C'est une petite boîte. Il ne donne pas toujours de documents.
Romain, je te le demande une dernière fois, où travailles-tu et d'où vient cet argent? Il se rassit sur le canapé et se cacha le visage dans les mains. Je fais du commerce. Du commerce de quoi? De diverses choses. Des téléphones, du matériel électronique. J'achète moins cher, je revends plus cher. C'est volé? Non. Juste pas toujours légalement. Vera commençait à comprendre. Romain était impliqué dans un trafic douteux. Il fraudait peut-être les impôts, vendait de la contrebande, et lui mentait depuis tout ce temps. Et tu as acheté la voiture avec cet argent? Oui. Et pourquoi cherchais-tu un appartement? Romain se tut un instant, puis dit doucement, je voulais commencer une nouvelle vie. Sans nous? Encore une longue pause. Je ne sais pas. Je n'y avais pas pensé. Mensonge. Il y avait pensé, et Vera le savait. Romain, tu comptais nous abandonner? Oui, non. Alors pourquoi te comportes-tu comme si la naissance de notre fille était un accident malheureux? Je ne me comporte pas comme ça. Ah non? Tu n'es quasiment pas venu à la maternité pendant 3 jours. Aujourd'hui, tu as refusé de venir nous chercher. Tu m'as traité d'idiote et tu as dit que tu te fichais que j'ai accouché. Romain se leva et se remit à marcher. J'étais stressé. L'arrivée d'un enfant, c'est une grande responsabilité. Une responsabilité que tu voulais fuir? Je ne voulais pas fuir. Alors pourquoi as-tu tout fait en secret? Pourquoi m'as-tu menti tous ces mois? Romain s'arrêta près de la fenêtre et resta longtemps silencieux. Puis il se tourna vers sa femme. D'accord. Oui. J'ai pensé à partir. Commencer une nouvelle vie, ailleurs. Enfin, une bride de vérité. Et nous? Je me suis dit que vous viendriez peut-être avec moi. Mais tu ne m'as pas demandé mon avis. Tu as voulu tout préparer d'abord. Romain, tu te rends compte que tu m'as trompé tout ce temps? Que j'ai vécu avec un homme que je ne connais pas? Je suis le même homme qu'avant. Non. L'homme que j'ai épousé ne m'aurait pas menti, n'aurait pas emprunté d'argent à ses amis sous de faux prétextes, n'aurait pas abandonné sa femme avec un nouveau-né. Romain s'assit sur le canapé et baissa la tête. Qu'est-ce que tu attends de moi? De l'honnêteté. Mais il est trop tard. Il n'est pas trop tard. On peut tout recommencer. Vera regarda son mari et réalisa qu'elle ne ressentait pour lui que de la déception et de la pitié. L'amour était mort quelque part durant ces jours de mensonges et de trahison. Non, Romain, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que je n'ai plus confiance en toi. Et sans confiance, il n'y a pas de famille. Ils parlèrent encore 1 heure. Romain tenta de la convaincre de lui donner une autre chance. Il promit de ne plus mentir, de trouver un travail honnête, de devenir un bon père. Mais Vera voyait que c'était encore un mensonge. Un homme qui avait menti pendant des années ne change pas en une nuit. À 20h30, leur conversation fut interrompue par un coup de sonnette. Insistant, autoritaire. Qui ça peut être, s'étonna Romain. Vera alla ouvrir. Derrière la porte se tenait sa mère, Hélène. Son visage était sévère, elle tenait un grand sac à la main. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir ma petite fille et parler à mon gendre. Elle entra dans la pièce où se trouvait Romain. Il se leva et la salua avec hésitation. Bonsoir, madame. Bonsoir, répondit-elle sèchement, sans lui tendre la main. Assieds-toi, parlons. Romain s'assit. Vera voyait qu'il était nerveux. Tout le monde craignait un peu Hélène. Alors, commença sa mère en sortant des documents de son sac. Tu as donc décidé que le jour de la sortie de ta petite fille, tu avais des choses plus importantes à faire? Madame, ma mère était malade. Ne me mens pas, mon garçon. Je suis moi-même médecin. Je sais reconnaître les gens vraiment malades. Ta mère est en pleine forme.
Romain ouvrit la bouche pour protester, mais Hélène leva la main. J'ai vérifié. J'ai appelé le cabinet médical où elle est suivie. Sa dernière consultation remonte à 6 mois, pour un rhume. Romain pâlit. Vous avez vérifié? Bien sûr que j'ai vérifié. Ma fille a pleuré à cause de ton comportement. Tu crois que je vais laisser passer ça? Elle étala les documents sur la table. Et voilà qui est encore plus intéressant. Le relevé de la banque concernant tes crédits. Le reçu du concessionnaire pour l'achat de la voiture. Et le plus croustillant, une attestation des impôts qui montre que tu n'as déclaré aucun revenu ces 2 dernières années. Romain regardait les documents, terrifié. Comment vous avez eu ça? J'ai beaucoup de contacts dans divers domaines. Et ils m'aident tous quand il s'agit de protéger ma famille. Hélène se leva et fit quelques pas dans la pièce. Résumons. Tu as menti à ma fille sur ton travail, tes revenus, tes projets. Tu as pris des crédits sans son accord, trompé tes amis, fraudé les impôts, et en plus, tu as eu le culot d'abandonner ta femme avec un nouveau-né à la maternité. Je ne l'ai pas abandonnée, ce sont les circonstances. Quelles circonstances? Demanda brusquement Hélène. Le fait que ta mère voulait faire les magasins? Romain comprit que Vera avait raconté à sa mère leur conversation. J'étais stressée. Stressée? La voix d'Hélène devint glaciale. Et ma fille, elle n'était pas stressée, peut-être? Accoucher seule, découvrir que son mari est un menteur et un escroc? Je ne suis pas un escroc. Ah non? Tu es un honnête père de famille? Hélène s'assit en face de Romain et le regarda droit dans les yeux. Écoute-moi bien, Romain. Tu as une fille, et tu as maintenant des devoirs envers elle. Je comprends. Tu ne comprends rien du tout. Mais tu vas comprendre. Elle sortit un autre document. La demande de pension alimentaire est déjà prête. On la dépose au tribunal demain. Romain bondit de son siège. Quelle pension alimentaire? On ne divorce pas. Oh que si, on divorce, dit calmement Hélène. Ma fille ne vivra pas avec un menteur. Vera, s'adressa Romain à sa femme. Dis quelque chose. C'est ta mère qui décide pour toi. Vera regarda son mari et dit doucement, Maman a raison. Je demande le divorce. Mais pourquoi? On peut tout arranger. Parce que je n'ai plus confiance en toi. Et aussi parce qu'aujourd'hui, tu m'as traité d'idiote et tu as dit que la naissance de notre fille t'était égale. Romain comprit que la partie était perdue. Il se rassit sur le canapé et demanda à voix basse, Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, dit Hélène en se levant, tu rassembles tes affaires et tu quittes cet appartement. Comment ça, je quitte? C'est aussi mon appartement. L'appartement est au nom de ma fille. J'ai vérifié. Alors, fais tes valises. Je ne partirai pas. J'ai le droit de vivre ici. Hélène prit son téléphone. Valentin, viens. J'ai besoin d'aide pour le déménagement de mon gendre. 20 minutes plus tard, le père de Vera arriva, évalua la situation en silence et dit à Romain, prépare tes affaires. Et si je ne veux pas? Valentin était un homme costaud, il travaillait comme contremaître à l'usine et avait l'habitude qu'on ne discute pas ses ordres. Alors je t'aiderai à les préparer. Romain comprit qu'il était inutile de discuter. Il alla dans la chambre et commença à mettre ses vêtements dans un sac. Ce n'est pas juste, disait-il en pliant ses habits. Je suis le père de l'enfant, j'ai des droits. Tu as des droits, mais tu as oublié tes devoirs, répondit Valentin. Apprends d'abord à être un père, on parlera de tes droits après. Une demi-heure plus tard, Romain avait rassemblé toutes ses affaires. Il se tenait dans l'entrée avec 2 sacs et regardait sa femme. Vera, réfléchis encore. On s'aimait. Moi, je t'aimais. Toi, tu mentais. Laisse-moi une chance de tout réparer. C'est trop tard, Romain.
Il voulut ajouter quelque chose, mais Valentin ouvrit la porte. Il est temps. Romain quitta l'appartement. La porte se referma derrière lui avec un léger déclic. Vera resta dans l'entrée, ressentant un étrange mélange de soulagement et de vide. 3 ans de sa vie venaient de s'achever. Tout ce en quoi elle avait cru s'était révélé être un mensonge. « Tu as bien fait », dit sa mère en la serrant dans ses bras. « Mieux vaut maintenant que dans 10 ans, quand il vous aura complètement empêtré dans ses magouilles. » Eliane se réveilla et se mit à pleurer. Vera prit sa fille dans ses bras et commença à la calmer. Petite, chaude, elle se blottit contre sa mère avec confiance. C'était pour elle qu'il fallait se battre. « Et maintenant ?» demanda Vera. « Maintenant, on vit », répondit Hélène. « Demain, on dépose les papiers pour le divorce et la pension alimentaire. Ensuite, on fera les démarches pour les aides. On s'en sortira. » Les jours suivants, la vie reprit un nouveau cours. Romain appela plusieurs fois, demandant à la voir, promettant de changer. Mais Vera resta inflexible. Elle avait vu son vrai visage et n'avait pas l'intention de l'oublier. Une semaine après sa sortie, Tatiana, sa voisine de la maternité, vint lui rendre visite. « Comment ça va ?» demanda-t-elle en admirant Eliane. « Ça va. Je divorce. » « Et tu as raison. Mon mari dit que de vilaines rumeurs circulent en ville sur ton Romain. » « Quelles rumeurs ? » « On dit qu'il faisait du trafic de téléphones volés et que la police s'intéresse à lui. » Vera ne fut pas surprise. Après tout ce qu'elle avait appris, c'était tout à fait plausible. Le divorce fut prononcé 1 mois plus tard. Romain ne s'y opposa pas, comprenant que les preuves contre lui étaient suffisantes. Le tribunal fixa la pension alimentaire à 1/4 de tous ses revenus. « Et s'il disparaît ?» demanda Vera à son avocate. « On le retrouvera. Nous avons toutes ces informations, y compris le numéro de la voiture qu'il a achetée. Il n'ira pas loin. » Et en effet, Romain ne disparut pas. Il louait un appartement dans un autre quartier de la ville et travaillait comme livreur pour une entreprise douteuse. Il payait la pension alimentaire régulièrement, mais ne demandait jamais à voir sa fille. Une fois, quand Eliane eut 3 mois, il vint devant leur immeuble. Vera l'aperçut par hasard depuis la fenêtre. Il était là, dans la rue, à fumer en regardant les fenêtres de son appartement. Elle ne sortit pas. Une demi-heure plus tard, il partit et ne revint plus. 1 an passa. Eliane apprit à marcher, à dire ses premiers mots. Vera reprit le travail et inscrivit sa fille à la crèche. La vie se normalisa. La pension alimentaire arrivait tous les mois. Une petite somme, mais stable. Romain payait ponctuellement, mais ne s'intéressait jamais à la façon dont sa fille grandissait, à ce dont elle avait besoin, si elle était malade. « Peut-être que je devrais l'appeler » demanda un jour Vera à sa mère. Lui montrer comme Eliane a grandi. « Pourquoi faire ?» s'étonna Hélène. S'il voulait le savoir, il aurait appelé lui-même. Et c'était vrai. Romain avait fait son choix le jour où il avait traité sa femme d'idiote et refusé de la récupérer, elle et sa fille nouveau-née, à la maternité. Il avait choisi la liberté, loin des obligations. Quand Eliane eut 2 ans, Vera reçut un message d'une connaissance. « J'ai vu ton ex avec une femme. On dit qu'ils vivent ensemble. » Vera ne fut pas triste, au contraire, elle se sentit soulagée. Il avait donc refait sa vie et n'essaierait plus de revenir. 6 mois plus tard, la pension alimentaire cessa d'arriver. 1 mois, puis 2, puis 3. Vera contacta les huissiers de justice. « Monsieur Romain Leblanc est introuvable à son domicile », lui dirent-ils. Il a probablement déménagé ou se cache. Sa voiture a été vendue. L'argent a été dépensé. Vera décida de ne pas perdre son temps et son énergie à chercher son ex-mari. Elle avait sa fille, son travail, ses parents qui l'aidaient. Elle s'en sortait même sans pension alimentaire. Eliane grandissait, en bonne santé, intelligente. Elle ne demandait jamais après son père, ne sentant probablement pas son absence. Son grand-père et sa grand-mère lui tenaient lieu de père amplement. 2 autres années passèrent. Eliane avait 4 ans.
Vera obtint une promotion au travail. Elles déménagèrent dans un appartement plus spacieux. Un soir, alors qu'elle rentrait de l'école maternelle, Eliane s'arrêta soudain et pointa du doigt un homme qui se tenait devant un magasin. « Maman, ce monsieur nous regarde. » Vera leva les yeux et vit Romain. Il avait vieilli, maigri, et portait une veste bon marché. Il les regardait effectivement, et leurs regards se croisèrent. Romain fit un pas en avant, comme s'il voulait s'approcher. Vera prit Eliane par la main et changea de direction. « Maman, c'était qui ?» demanda la petite fille. « Personne, mon trésor. Juste un inconnu. » Et c'était la vérité. Pour elle, Romain était vraiment devenu personne, un étranger qui avait un jour fait partie de sa vie, mais qui en était sorti par son propre choix. Quelques mois plus tard, Vera apprit que Romain s'était marié avec la femme avec qui on l'avait vu. Ils avaient eu un fils. Il était devenu le père d'un autre enfant, et avait définitivement oublié sa première fille. « Tu ne regrettes rien ?» lui demanda un jour sa mère. « De quoi ? D'avoir divorcé ? Que ma fille grandisse sans père ?» Vera regarda Eliane, qui jouait dans un coin avec ses poupées, joyeuse et insouciante. « Non, » répondit-elle. « Mieux vaut pas de père du tout, qu'un père comme ça. » Et c'était la pure vérité. Vera ne regrettait pas sa décision. Ce jour de février où Romain l'avait abandonnée à la maternité avait été le début de sa nouvelle vie, une vie honnête. Une vie sans mensonge, sans tromperie, sans un homme pour qui la naissance de son propre enfant était un événement insignifiant. Elle s'en était sortie. Elle s'en était sortie, elle et Eliane. Et devant elle, il y avait toute une vie, pleine de possibilités et d'espoir. Romain, lui, appartenait au passé, comme un mauvais souvenir qui, avec le temps, perd de son acuité pour devenir simplement une partie de son histoire personnelle. L'histoire de l'importance de reconnaître à temps le vrai visage d'une personne et de trouver en soi la force de faire le bon choix. Même si ce choix est douloureux et difficile, même s'il faut tout recommencer, même si l'avenir est incertain. L'histoire de Vera ne s'est pas terminée par un bonheur de conte de fées, mais par la vie réelle. La vie d'une femme seule avec un enfant, qui se bat chaque jour pour son avenir et celui de sa fille. Mais c'était une vie honnête, sans tromperie ni trahison, et c'était suffisant.